femme indienne, tu sais, elle reste au foyer, elle prend soin des enfants, premièrement, parce qu'ils en ont toujours plusieurs, tout ça. Mais elle participe à certaines activités qu'on a au village, tout ça, là. Elle amène presque pas toujours, mais la famille, tu sais, elle suit toujours. Comme on fait une petite soirée, tout ça, la femme indienne vient avec ses enfants, puis le père, tout ça. Une femme indienne qui pose un blanc perd sa statut d'indienne, ça veut dire ses droits indiens, tu sais, tous les droits qu'elle a quand elle est indienne, elle les a plus. Mais c'est le contraire qui se passe quand c'est un Indien qui marie une femme blanche, là. C'est la femme blanche ne reprend pas, mais a les droits indiens. Mais toi, est-ce que tu accepterais facilement de perdre ces droits-là pour épouser, par exemple, un blanc que tu aimerais? Ah, les droits puis l'amour, je sais Oui. pas. Je ne sais pas. Je me marierais peut-être avec le blanc, même si je perds mes droits d'Indien. Mais on a gardé l'ancien mot. D'abord, on avait déjà eu un ancien village, puis c'était Wamontachi, puis on l'a toujours gardé, étant donné que la réserve s'appelait Wamontachi. Puis on a gardé le même nom. Puis là où je me rappelle, moi, ça faisait longtemps, c'est qu'il y avait eu des promesses de la part du gouvernement, c'est qu'elle a fait des maisons. Puis depuis peut-être environ 3 ans que c'est en marche, là, les constructions. Disons, en gros, ça fait 3 ans qu'ils ont commencé, mais mon père, il avait 16 ans, je pense, puis aujourd'hui, il doit approcher de la cinquantaine. C'est la première fois qu'ils ont parlé de faire un nouveau village. Alors maintenant, vous l'avez. Depuis combien de temps vous habitez vos maisons? Puis là, depuis 2 semaines environ, c'est que le plus gros du groupe a déménagé. Il y a combien de maisons en tout? En tout, il y a 77 maisons, puis là-dessus, il y a 3 commerces. Le balance, c'est des résidences. Il y a combien de familles et combien d'habitants pour le village? 480, les dernières statistiques. Au niveau de l'organisation des loisirs, par exemple, qu'est-ce qui se passe? Actuellement, il y a rien de fait sans cela, mais on a un moniteur qui est en entraînement actuellement, mais il a fini son entraînement. En attendant le gymnase, il va aller travailler sur une autre réserve à Pointe-Bleue, au Lac-Saint-Jean. Puis dès que le gymnase va être terminé, il va venir travailler ici. Est-ce que vous croyez que ce fait-là va pouvoir vous aider à conserver vos traditions et votre langue? La langue, comme cela, il y a des... Pas dire qu'elle s'en va, mais plus peut-être... plus avec le fait d'aller à l'école plus jeune, c'est les jeunes automatiquement, là, ils apprennent à parler français, puis entre eux autres, ben, ils se parlent en français. Mais quand même, dans la famille, c'est toujours en indien qui se parle. Est-ce que les femmes indiennes ont conservé l'artisanat indien? Oui, il y en a quelques-unes qui en font encore. L'artisanat, comme les mocassins, broder des mocassins, puis faire des petits canaux, des petits kinagans. Qu'est-ce que c'est, ça, les kinagans? Les kinagans, c'est des planches où on attache les bébés, là. Puis ils mettent ça sur leur dos après. Maintenant, est-ce que vous pensez justement à l'aménagement de la maison? Est-ce que vous faites des plans? Mais des plans, je pense surtout aux meubles, c'est qu'il faut avoir comme des lits ou bien des tables, des bancs. Est-ce que c'est difficile quand même d'obtenir ces choses-là, vu l'éloignement? Oui, c'est assez difficile. Vous pouvez venir ça par train ou bien aller acheter ça en ville. Le plus proche, c'est la Tuque.
Est-ce que c'est très important, la famille chez les Indiens? Oui, c'est pas mal, c'est bien important. Pourquoi? Ben, le fait de famille important, c'est quand même, c'est un peu ça qui nous unit à la communauté, les liens de parenté qu'il y a. Puis je pense que le noyau, c'est encore la famille, puis qui est rattaché par d'autres liens de parenté. C'est ça qui fait quasiment la vie communautaire. Le fait maintenant de pouvoir, de pouvoir garder vos enfants à la maison, contrairement à ce que vous aviez avant, les enfants devaient aller à l'extérieur, pour vous, est-ce que ça compte beaucoup et pourquoi? Mais ça compte parce que en les gardant à la maison, ben ils sont moins éloignés parce que c'est un peu ça qui a empêché qu'il y ait d'autres étudiants qui aient été pas mal plus haut dans leurs études, étant donné qu'ils seraient tout de suite séparés de leur milieu. Puis le fait de les garder ensemble, disons que ça peut favoriser l'éducation. Avant, les enfants partaient dès l'âge de 5 ans comme pensionnaires à Pointe-Bleue, dans le comté de Roberval. Ils partaient pour la maternelle. Ils ne disaient pas un mot français. Ils s'en allaient dans un pensionnat où les religieuses ne parlaient pas indien. Puis les enfants revenaient après 10 mois dans leur famille. Pour les 2 mois de vacances. Pour les 2 mois de vacances, oui. Sauf ceux qui pouvaient venir au cours de la vacance de Noël, mais autrement, ils venaient juste à la fin de l'année. Puis là, bien, j'ai commencé en 67 pour la maternelle. Et depuis ce temps-là, les enfants restent avec nous. La maternelle est rendue maintenant, cette maternelle de 67 est maintenant en 5e année. Puis on a gardé les autres des années suivantes. Ce qui veut dire que maintenant, on a 6 classes, 7 avec la prématernelle. Est-ce que l'école a été créée à la demande express des parents? Oui. Oui, ça faisait plusieurs années qu'on le demandait, mais normalement, on aurait attendu la construction des maisons. Mais comme les constructions retardaient toujours, bien, à un moment donné, notre directeur, à ce moment-là, M. Léon Gagné, a fait des démarches pour avoir au moins une part active du côté de l'éducation ici à Sainte-Maure. Puis on a organisé la maternelle, même si les maisons n'étaient pas en construction alors. Est-ce que c'était difficile en général de partir très jeune comme ça de la maison? Oui, c'était dur. Quand tu avais 6-7 ans, là, il fallait que tu prennes tes bagages pour aller à l'école. C'est assez dur pour 10 mois. C'était pas mal difficile. J'ai commencé à aller à l'école au pensionnat à Amos puis à Pointe-Bleue. Ça, j'ai fait ça pendant 11-12 ans. Après ça, les 2 dernières années, j'étais allée à Chicoutimi. Tu as fait ton cours de secrétariat et puis tu as choisi de revenir ici à la réserve. Quelles sont les raisons qui t'ont poussé à rester ici? Je sais pas, on s'attache toujours à un milieu, hein, puis on revient toujours à la place où on a été élevé. Moi, c'est pas si c'est à la place ici. J'aime bien ça fait que j'aurais une possibilité de travailler aussi, c'est pour ça que je suis revenue. Tu parles des possibilités de travailler. Est-ce qu'il y a vraiment des possibilités pour tous les jeunes qui reviennent de travailler ici? Je ne sais pas, je ne penserais pas. Comme ceux qui font leur cours dans le cégep, tout ça, là. Ils sont là présentement, mais je ne sais pas quel genre de travail qu'ils aimeraient faire. Ça dépend toujours de leur goût, tout ça. Mais je pense que s'il y aurait une occasion de travailler ici, hein, ils travailleraient bien. Pour toi, est-ce que c'est important qu'il y ait maintenant des écoles pour les Indiens qui soient sur place? Oui, c'est bien important parce que avec ça, il n'y aura pas besoin d'envoyer leurs enfants dans les pensionnats comme ils nous le faisaient au début. Là, passer la maternelle jusqu'à la 6e année, 7e année, ils vont la faire ici. Pour le secondaire, il ira en dehors. Ça fait que c'est moins difficile pour les parents, puis autant pour les enfants
de se séparer. Ce ne serait plus une famille autrement. Les enfants sont ailleurs, puis les parents sont ici. Ça fait que la famille, elle se disperse pas mal. Peut-être ça aussi que vous dites qu'il y a une petite différence entre les femmes indiennes d'autrefois puis nos jeunes, nous autres. Est-ce qu'il est facile dans ce contexte-là, avec des écoles quand même françaises, de conserver votre langue? Je pense qu'il est très important. Ah oui, avec la famille, on va être mieux être capable de la conserver, notre langue. Parce que il me semble qu'en s'en allant dehors, automatiquement, tu parles plus le français que l'indien, parce que tu n'es pas dans un milieu. La grosse difficulté, c'est le point de vue de la langue, parce que les enfants parlent uniquement indien. Dans les familles, on parle indien. Fait que comme j'étais ici pour le français, puis ma difficulté première, c'était de leur montrer le plus possible le français, parce que l'année d'ensuite, ils devaient être en première année pour suivre le programme scolaire. Maintenant, les enfants, en gardant les enfants sur la réserve, les frères aînés leur parlent français, ils enseignent, ils font l'école comme tous les petits blancs. Quand arrive le temps de s'amuser, ils font l'école à leurs petits frères. Puis ainsi, les jeunes m'arrivent maintenant à la prématernelle et la maternelle en sachant quelques mots français, puis des chansons françaises. Je l'aime, mon pays, je l'aime. Il est si beau, il est si grand, pour lui je donnerai ma vie. Je l'aime, mon pays, je l'aime. Oui, je le crie, je suis si fière de mon pays. Puis l'enseignement, bien, on essaie le plus possible d'avoir la même chose, les mêmes méthodes que les Blancs, parce que le secondaire est fait avec eux et c'est pour leur bien, le bien des enfants. Vous avez combien d'élèves à superviser, à diriger maintenant? Présentement, nous avons 146 inscriptions, de la prématernelle à 5e inclusivement. Et combien de professeurs vous êtes dans cette tâche-là? 6 professeurs et une aide jardinière, une indienne qui m'aide pour la prématernelle et la maternelle, depuis quelques années seulement, par exemple. C'est donc dire que progressivement, les Indiens vont eux-mêmes prendre en main cet enseignement? Oui, je le souhaite. Je le souhaite. Peut-être que dans nos élèves présentement, qu'on aura des futurs éducateurs. C'est à souhaiter. Oui. Puis du côté matériel, on doit dire qu'on est très choyé par le gouvernement fédéral, qui est nos employeurs. Ça fait que du côté matériel, on a pas mal tout ce qu'il faut. Ça demande un travail pour les professeurs de faire du supplémentaire pour adapter le plus possible leur enseignement à l'enfant. Et je pense par exemple au fait que ces enfants-là ne vivent pas ici avec la radio, la télévision. Non, nous n'avons pas encore la télévision sur la réserve, mais ça viendra très bientôt, du moins très bientôt, on l'espère. Est-ce que vous considérez, vous, que ça vous faciliterait la tâche? Ah oui, beaucoup, parce que ce serait une ouverture d'esprit pour tous les enfants qu'on n'a pas à l'heure actuelle. Les manuels ne valent pas la télévision quand même. Vous manifestez beaucoup d'enthousiasme. Qu'est-ce qui vous a amené, vous, personnellement, ici à prendre en main cette aventure? Pour moi, c'est peut-être une aventure, mais c'est aussi ma vie. J'avais connu une expérience semblable. Je suis allée 2 ans en Afrique. J'avais bien aimé la mentalité africaine. Puis quand j'ai fait la connaissance des Indiens, bien, je me suis rendu compte qu'il y avait des points communs avec la mentalité africaine que j'aimais beaucoup. Ça fait que tout de suite, j'ai été emballée par l'expérience. Qu'est-ce que eux vous apportent, par contre? Beaucoup, beaucoup. Il s'agit d'être disponible et d'être apte à recevoir ce qu'ils nous donnent. Mais si on était capable de prendre seulement leur spontanéité, ils sont naturels, ils sont simples, ils sont près de la vie. Pour nous autres, ce serait beaucoup. On laisserait un peu la vie compliquée des villes pour s'approcher de la nature. Vous ne seriez pas prête à retourner à la ville? Non, pas du tout. Je ne connais pas l'avenir, mais c'est pas mon rêve. Ça dépend du goût. Hein. C'est un milieu très attachant, alors, celui-ci. Ah oui, quand on s'adonne à aimer ce genre de vie, mais ça n'a pas de prix.
Garde Rousseau, quelles sont les différences essentielles entre faire son travail comme vous le faites, vous, ici, dans une réserve, et être infirmière dans un grand centre? La différence m'apparaît certainement assez grande. N'importe où, disons qu'une infirmière peut vraiment se réaliser pleinement, quoique certains milieux se prêtent davantage. Par exemple, dans un dispensaire ici, dans une réserve indienne, à Wemontachi, disons que l'infirmière peut vraiment réaliser l'idéal du soin intégral du patient. Et ça, c'est très important pour une infirmière. Parce que non seulement, disons, on cherche à faire de la thérapie, si on reconnaît que vraiment le diagnostic et le traitement, c'est l'affaire propre du médecin. Hein. Ils sont là pour ça. Nous avons un autre rôle qui est le soin, mais c'est tellement vaste, la définition du soin infirmier, c'est tellement vaste, ça a apparu dernièrement dans l'infirmière canadienne, on peut le retrouver dans toutes les revues professionnelles, c'est très élaboré. Et l'infirmière en milieu comme ici a vraiment l'occasion, disons, de rencontrer cette définition du soin infirmier, parce qu'elle peut mettre tout en pratique. Hein. Il y a la prévention, et on met, dans un milieu comme ici, on doit mettre l'accent sur la prévention, parce qu'on a tout intérêt à rencontrer les objectifs du ministère et de faire de chaque citoyen, disons, de la réserve indienne, de les rendre sur le plan santé à un niveau égal à tous les citoyens du Canada, ils y ont droit d'ailleurs. Alors pour revenir au rôle de l'infirmière, disons que on peut non seulement faire la prévention, on peut faire la thérapie, on peut faire la réhabilitation. C'est pas seulement dans un secteur donné, disons, comme dans un service de chirurgie, de maternité, de clinique externe en otorino, par exemple, quelque chose comme ça. Mais on a tout à la fois. Dans le milieu précis où vous travaillez, est-ce que vous considérez que c'est particulièrement difficile? Est-ce qu'il ne faut pas avoir un certain courage particulier pour venir? Je dirais courage, disons que il y en a partout. Il y en a dans les châteaux. Là. Il y en a partout. Je dirais que c'est une question de tempérament. Il faut aimer un peu les extrémités. Il faut être prête à tout, toujours, tout le temps. Et puis, il faut aimer donner tout ce qu'on a reçu. Ça, c'est bien important. Si on se dit, je ne peux pas être bonne partout, je me limite à ma spécialisation et je vais exceller là-dedans, même à ça, moi je l'ai essayé, on se rend compte qu'on n'arrive pas à se tenir à jour dans une spécialité donnée parce qu'il y a trop de recherches qui se font, il y a trop d'écrits qui se publient chaque jour sur le même thème. Alors, je pense, après les expériences déjà faites, que c'est vraiment la réalisation d'une personne, tu sais, de mettre à profit tout ce qu'on a appris. Vos journées ne sont quand même pas ordinaires. Vous ne faites pas de 9 à 5. Ah non, ça, disons qu'il n'y en a pas question. Ça pourrait toujours arriver, mais c'est vraiment pas facile de planifier un 9 à 5. Absolument pas. On a un calendrier mensuel qu'on planifie avant midi, après-midi. Et ça commence souvent après, ça continue, vous savez, ça commence avant, ça continue après. Au moment où vous allez penser faire une bonne nuit, si vous avez fait une nuit d'escorte la nuit précédente et vous êtes encore dérangé pour des accidents, mais disons que tout ça, ça entre dans la profession de l'infirmière. Est-ce que vous ne devez pas subir une certaine angoisse du fait que vous êtes quand même la seule responsable dans le milieu de la santé des gens qui vous entourent? Je dirais non, absolument non, parce que on est soutenu sur le plan professionnel au maximum et sur le plan psychologique encore au maximum. C'est ce qui fait que notre travail est vraiment emballant à tout point de vue. On reste en communication directe avec un médecin au bureau régional qui nous répond 24 heures par jour et 7 jours par semaine. Si vraiment je suis embêtée pour un diagnostic, à savoir est-ce que je dois analyser un avion, j'ai le train tous les soirs ici à 1000, mais est-ce que je dois analyser un avion pour ce cas, tu sais? J'ai qu'à présenter mon cas au médecin par téléphone et le problème se règle dans l'espace d'une seconde. Et l'hôpital le plus proche, où est-il? L'hôpital le plus proche pour nous, c'est la TUC. Les patients sont très bien reçus, ils aiment aller à la TUC et disons que l'évacuation est très, très rapide. Hein. En fait, il faut compter 2 heures de train pour s'y rendre. Est-ce que c'est quand même raisonnable comme délai? 2 heures de train, oui, c'est raisonnable comme délai. Et ça serait très bon si c'était toujours 2 heures. Mais quand il y a des travaux sur la voie ferrée, comme en ce moment, il faut s'attendre à 1 heure de retard. Mais partant de Sainte-Maure à la TUC, il n'y a quand même pas de retard. Ça va très bien. Vous semblez aimer beaucoup ce travail. Cependant, vous n'êtes pas
très nombreuses en tant qu'infirmière à assumer ce genre de responsabilité. Est-ce que c'est une tâche qui attire quand même? Je pense que quand on l'a vécu, on ne peut plus s'en séparer, ça c'est certain. Pour ma part, je pense que j'y mourrai parce que j'aime ça beaucoup. Et j'ai d'autres expériences très valables qui me font dire présentement, c'est vraiment ce qui convient à mon tempérament. Mais pourquoi tant d'infirmières ne viennent pas goûter, disons, à cet appât vraiment formidable et merveilleux? Je pense qu'elles en ignorent vraiment la saveur, tout simplement. Vous avez vécu en milieu esquimau, vous êtes en train de vivre l'expérience depuis assez récemment, d'ailleurs en milieu indien. Est-ce que vous vous êtes établi un programme particulier? Disons, non, pour le moment, je reconnais qu'une belle expérience d'un minimum de 2 à 3 ans dans les réserves me donnerait beaucoup de satisfaction. Ça ne veut pas dire que je vais mourir à ça de moi, parce que je pense qu'il est bon pour tout le monde de changer, même pour les malades chroniques, par exemple. On entend souvent dire, je suis allée voir un médecin très longtemps et quand j'ai changé de médecin, j'ai tout de suite trouvé une amélioration. Alors on se met, avec un peu d'empathie bien sûr, on se met dans la peau du malade et on se dit, si vraiment moi je voudrais rester dans cette région X années, est-ce que ce serait bon pour mes malades? Tu sais, ça vaut autant pour l'infirmière que pour le médecin. Un changement fait du bien à tout le monde. Ces populations qui vivent hors des grands centres, est-ce qu'on peut dire qu'elles ont une santé meilleure que les gens qui vivent dans les grands centres? C'est assez difficile. On rencontre certaines maladies un peu plus rarement. Par exemple, les cancers sont plus rares. Mais on rencontre exactement de tout. Les proportions, d'après les statistiques, disons, je ne suis pas ici, moi, en mesure de donner les résultats des statistiques. On pourrait les avoir au bureau régional très facilement parce qu'on envoie le rapport détaillé de chaque jour à chaque mois. Alors, eux pourraient vraiment répondre à cette question sur les statistiques. Mais pour moi, je peux vraiment dire qu'à chaque mois, chez les Esquimaux, par exemple, je n'avais pas rencontré un cas de diabète. Alors, j'ai trouvé ça vraiment merveilleux. Dans 7 mois, et ici, j'en ai déjà eu. Alors, je me dis, ça existe. Est-ce que ça existe plus chez les Indiens que chez les Esquimaux? Je saurais dire, parce que ça fait pas assez longtemps dans chaque endroit. Et c'est quand même seulement une petite localité à chaque place. Ces gens-là évitent des maladies, mais par contre, est-ce qu'ils en ont de particulières que nous n'avons pas? Disons que chaque pays a ses maladies. Si vous regardez, par exemple, les pays tropicaux, vous allez trouver de la malaria qui est excessivement rare au Canada. Eh bien, dans les milieux où l'eau manque, on peut s'attendre à trouver un peu plus souvent de maladies de la peau. C'est normal. Je vous remercie beaucoup et je vous souhaite beaucoup de chance dans ce travail que vous allez faire ici.